quand tu regardes la vie des leaders, tu te rends compte qu'en réalité, il y a deux vertus fondamentales, il y a deux vertus qui sont spécifiques aux leaders. Les gens qui pratiquent seulement les 4 vertus fondamentales, on dit que ce sont des bonnes personnes. Voilà, c'est un bon gars, c'est une bonne fille. Pourquoi? Parce qu'il y a une vie morale, il y a une stabilité, il y a une base. Il y a les 4 vertus fondamentales dans son existence. Et pourtant, on se dit, c'est pas un leader. Pourquoi? Il manque la grandeur et le service. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pratiquer les 4 vertus fondamentales, mais si tu ne pratiques pas les 2 vertus spécifiques du leadership, il n'y a pas de leadership dans ton existence. Donc être leader, c'est beaucoup plus qu'être une bonne personne. C'est une personne qui cherche l'excellence, surtout une personne qui cherche la grandeur dans sa propre existence et la grandeur de l'existence des autres. Et c'est là qu'on touche d'une manière absolument incroyable au sujet de l'éducation. C'est qu'un éducateur ne peut pas ne pas être leader. C'est impensable. Parce que l'éducation, c'est le propre de leadership. Moi, je le dis à tous mes chefs d'entreprise auxquels j'enseigne le leadership, c'est des gens de top niveau. Je le dis aux gens qui sont dans l'armée, parce que j'enseigne aussi à l'école de guerre aux États-Unis, à la Navy aux États-Unis. Je leur dis, si vous n'êtes pas des éducateurs, vous n'êtes pas des leaders. Vous n'êtes pas des leaders, parce que le management, c'est pas la même chose que le leadership. Il faut être des bons managers, parce que le manager, c'est celui qui fait avancer les choses. Le leader, c'est celui qui développe les personnes. Et pour développer les personnes, il faut avoir une vision de la grandeur. Il faut avoir une vision de la personne humaine, il faut avoir une vision de la dignité de la personne humaine. Il faut avoir un désir de découvrir en soi-même et dans les autres le talent. Donc il faut avoir un désir de grandeur personnelle et de l'autre. Il faut avoir un sens profond de l'humanité. Si pour toi l'homme c'est un légume ou une chose, ou un instrument ou un numéro qu'on peut manipuler, il n'y a pas de grandeur dans ton existence. Et tu ne pourras jamais découvrir la grandeur chez les autres et tu ne pourras jamais la multiplier, cette grandeur. Donc tu vois, le leadership, en fait, c'est l'éducation. Un leader, c'est un éducateur. C'est un père ou une mère. C'est quelqu'un qui aime la personne qu'elle éduque et qui est de découvrir dans cette personne ce qu'il y a de grand en elle. Et ce que je te disais au départ, educere, de faire sortir ce qu'il y a de mieux dans la personne. Et ça, c'est le cœur du leadership. Et ça, c'est quoi? C'est une vertu qu'on appelle la magnanimité. Tu vois? Et c'est une vieille vertu. En grec, mégalopsychia, ou mégalopsychia, en grec, c'est exactement ce que Aristote avait en vue lorsqu'il parlait de ça. Une personne magnanime, c'est une personne qui se juge digne de grandes choses. Une personne qui se juge digne de grandes choses. Pourquoi? Parce qu'elle a un sens de sa propre dignité. Et elle peut voir aussi ces grandes choses chez les autres. Et elle peut découvrir ces grandes choses chez les autres. Et là, on arrive au deuxième aspect, la vertu. La deuxième vertu spécifique du leader, qui est l'humilité, qui est dans mon système. L'humilité, c'est la capacité de servir l'autre. Tu vois, une personne humble, c'est une personne qui sert l'autre. Un éducateur, il sert une personne. Il n'est pas là pour le manipuler. Il n'est pas là pour se servir des gens. Et il est là pour le faire grandir. Et donc, quand tu fais grandir quelqu'un, tu pratiques 2 vertus. 1, la vertu de grandeur, qui est la magnanimité. 2, la vertu de service. Tu vois? Donc le leadership consiste à faire grandir les personnes. Et pour ça, il faut avoir ces 2 vertus de base. Ces 2 vertus, donc qui ne sont pas des vertus de base, qui sont des vertus spécifiques du leader, c'est la magnanimité et l'humilité. Tu trouves très souvent des gens, je répète, qui ont les 4 vertus fondamentales, mais ne sont pas des leaders parce qu'il leur manque ces 2 vertus spécifiques du leadership. Et il faut les aider à les comprendre. C'est pour ça que j'ai écrit un livre d'ailleurs qui s'appelle « Créer pour la grandeur », dont l'objectif est d'expliquer le contenu de la vertu de magnanimité et de la vertu d'humilité et d'expliquer comment ces 2 vertus sont inséparables l'une de l'autre. Magnanimité sans humilité, c'est la mégalomania, la folie des grandeurs. Tu vois. Et l'humilité sans la magnanimité, c'est plus de l'humilité, c'est de la pusillanimité, c'est de la petitesse d'esprit et de la petitesse d'âme. La vertu de magnanimité, c'est une vertu très profonde qui est vraiment enracinée dans le cœur de la personne, aussi bien que l'humilité. On dit les gens humbles de cœur et on dit les gens magnanimes de cœur. C'est pas l'intelligence qui est magnanime, tu vois, c'est pas la volonté qui est magnanime, c'est le cœur de la personne qui est magnanime, comme l'humilité. Donc ce sont des vertus très spécifiques qui sont plus difficiles à développer que les 4 vertus fondamentales. Parce que les 4 vertus fondamentales, elles sont fondamentalement enracinées dans l'intelligence pratique et dans la volonté. Tu vois, la prudence, c'est l'intelligence pratique. Le courage, c'est la volonté. La maîtrise de soi, c'est la volonté. Et la justice, hein, c'est à la fois l'intelligence pratique et la volonté, parce qu'il faut savoir ce qu'il faut donner à chacun, et ensuite il faut donner à chacun ce qu'il faut lui donner. Mais alors, tu vois, la magnanimité et l'humilité sont des vertus spécifiques, et dans le sens où elles ne sont pas des vertus enracinées dans l'intelligence et dans la volonté directement, elles sont fondamentalement enracinées dans le cœur de la personne. Et donc ça suppose un élargissement de son cœur. Il faut une conversion, il faut
une métanoïa, comme disent les Grecs, pour pratiquer ces vertus. Il faut une vision de soi-même qui soit différente de la vision qu'a une personne de la rue. Alors, moi, souvent, mes étudiants me demandent, écoute Alex, moi, vraiment, j'ai envie de développer la vertu de magnanimité. Avant tout, qu'est-ce que je dois faire? Ben, pour développer la magnanimité, avant tout, ce qu'il faut, c'est créer un environnement magnanime autour de soi. Là, c'est pas facile. Développer la force, bon, il faut se lever le matin à 5 heures et faire des pompes. Ouais, ok. On comprend ça, mais développer la magnanimité, c'est pas une question de faire des pompes. Développer la magnanimité, c'est élargir les dimensions de son cœur pour avoir une vision de soi-même qui soit élevée. Et pour ça, il faut s'entourer beaucoup de gens magnanimes. Il faut avoir un plan de vie. Il faut un plan pour son existence. Il faut de l'autodiscipline. Il faut se dire, moi, je veux qu'autour de moi, il y ait un environnement magnanime qui, par osmose, m'élève. Tu vois, m'élève et me fait découvrir la magnanimité, des dimensions insoupçonnées de la magnanimité, et m'aide à la pratiquer parce que je compare, parce que je vois. Quelqu'un qui est né dans un petit village et qui n'est jamais sorti de son petit village, la vision du monde, c'est son petit village. C'est le provincialisme, on appelle ça, le provincialisme. Et donc, il n'y a pas de place pour la magnanimité dans le provincialisme. Tu vois ? Donc, il faut que la personne puisse sortir d'elle-même, et pour ça, il faut qu'elle s'entoure de personnes qui soient magnanimes. Cet entourage, c'est quoi? C'est pas seulement les gens que tu connais, c'est pas seulement tes parents que tu apprécies, tes grands-parents, tes amis, c'est aussi tout ce que tu lis. Quels sont les livres que tu lis? Est-ce que c'est du Harry Potter? C'est de la distraction? J'ai rien contre Harry Potter, mais c'est de la distraction. Ou est-ce que c'est la littérature classique, par exemple, qui te force à réfléchir? Dostoïevski, du Tolstoï, du Tchekhov. Ça aide à réfléchir, ça donne de la substance à la réflexion, ça peut élargir ton cœur. Et ça te fait comprendre les enjeux moraux de l'humanité, des enjeux moraux de ta propre personne. Donc, les livres que tu lis, la littérature que tu lis, d'abord, est-ce que tu lis? Il y a des gens qui lisent jamais rien. Il y a des gens qui lisent que les journaux. Mais les gens qui lisent que les journaux ou qui regardent seulement Internet, il n'y a pas de place pour la magnanimité dans l'existence. Parce qu'ils sont vraiment victimes, je dirais, de tout ce que les gens... Si tu n'as pas de projet pour ta propre existence, tu dois être convaincu que d'autres en ont pour toi. Ça, c'est clair. Et donc, il faut vraiment manifester sa liberté et se dire, moi, je veux, comme je suis un être social, je veux créer un environnement qui soit porteur, un environnement qui soit magnanime, qui me permette à moi d'être magnanime. Donc, il y a des livres que je lis, il y a des livres que je ne lis pas. Il y a des films que je regarde et il y a des films que je ne regarde pas. Il y a des gens avec lesquels je passe beaucoup de temps et des gens avec lesquels je passe beaucoup moins de temps. C'est ton environnement. Et toi, tu es responsable de l'environnement que tu crées pour ta propre personne. Ça, c'est une des choses clés du leadership. C'est pas tellement qu'est-ce que tu fais pour toi, c'est qu'est-ce que tu fais indirectement pour créer un environnement qui fasse de toi une personne magnanime. Tu vois? Et alors, pour l'humilité, fondamentalement, il faut avoir un désir de vérité. Le fondement de l'humilité, plus que le service de l'autre, c'est la vérité. On dit que la vertu d'humilité, c'est la vertu de ceux qui marchent dans la vérité. La vérité sur eux-mêmes, la vérité sur le monde, la vérité sur Dieu, la vérité sur les autres. Donc une personne qui est en quête de vérité, qui cherche la vérité, qui fait un effort sincère et non pas hypocrite de recherche de la vérité sur qui il est finalement. Est-ce que c'est un être appelé à une vie divine ou est-ce que c'est un être appelé à une vie purement matérielle? Ce sont deux différences, ce sont des directions très très différentes. Et c'est très difficile de pratiquer l'humilité si tu n'as pas une recherche de la vérité. Ou si tu crois que la vérité, de toute manière, est impensable. Elle n'existe pas, elle est inaccessible. Tu vois? Donc, la base de l'humilité, la base du service de l'autre, c'est d'arriver à comprendre finalement, bon, qui suis-je? C'est quoi les êtres humains? C'est quoi cette personne que j'ai en face de moi? Quelle est sa dignité? Tu peux pas... c'est très dur de servir l'autre si tu vois pas dans l'autre un mystère et un miracle, tu vois. Comment est-ce que tu peux servir une personne si tu vois pas en elle un mystère et un miracle? On dit que l'amour, d'ailleurs, le berceau de l'amour, c'est l'humilité. C'est-à-dire que c'est dans l'humilité que se trouve, c'est là que prend racine l'amour de l'autre, c'est dans l'humilité. L'amour de soi-même, l'amour des autres, c'est dans l'humilité. Parce que c'est dans la vérité que prend naissance l'amour. L'amour ne prend pas naissance dans le mensonge. Ça, c'est clair et net. Il y a beaucoup de gens qui pensent que oui, mais en réalité, ça ne prend pas naissance. On n'a que de l'hypocrisie et on a l'archipel du goulag. Tu vois ce que je veux dire? En dehors de la vérité. Donc il faut faire attention à ça. L'amour prend naissance dans la vérité. Bon, et c'est la vérité sur l'autre qui fait que tu apprends à aimer les gens que tu as envie de servir. Tu vois? Et finalement, c'est quoi tes suiveurs? Les suiveurs d'un leader, ben, c'est les gens qu'il sert.